Salut, ici Maps, bienvenue au podcast Qu'est-ce que tu lis? Où on jase tout simplement de livres. Donc, aujourd'hui, pour le 5e épisode, j'ai mes panélistes avec moi que je vais vous présenter. Donc, allons-y pour de la nouveauté. On commence avec Josée. C'est la première fois qu'elle est avec nous ce soir, une grande lectrice passionnée. Donc, je vous la présente ici. Bonjour Josée. Bonjour Maps. Comment ça va? Ça va bien, un peu nerveuse d'être avec vous ce soir quand même, mais bien heureuse d'y être. On est très content que tu sois là. Et on continue avec quelqu'un qui a été, je pense, une fois depuis le début parmi nous. Elle se nomme MH la lectrice, ex-booktubeuse, toujours bien présente sur Instagram. Bonjour MH! Bonsoir, bonsoir. Merci de me recevoir parmi vous ce soir. On est bien content que tu sois là. Et finalement, mon fidèle Watson à Sherlock Holmes, vous comprendrez, on est tout le temps là à faire des mauvais coups. J'ai Sylvain avec moi en rouge. Bonjour, bonjour. Il y a vraiment un côté charmant là, à cette couleur. Là. Mon Dieu, je vois souvent. Donc, on a des personnes avec nous. Entre autres, on a Sous le ciel. Bonsoir. Allô. On a Sab et les livres. Puis, bon, sans plus attendre, je pense qu'on va pouvoir commencer. Donc, je pense que je ne l'explique pas à tous les épisodes, mais on va faire un premier tour. On va parler chacune d'une lecture qu'on est en train de lire ou de quelque chose qui nous a marqué récemment. Puis, en deuxième temps, on va avoir un petit sujet où on va échanger. Je dirais pas débattre, mais ça va être vraiment plus parler de notre opinion puis de comment on voit ce sujet-là. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'y aller pour un sujet dont pas grand monde voulait parler au départ, soit l'élitisme littéraire. Lorsque j'en ai parlé en privé, là, les gens étaient comme pas certains de vouloir se mouiller. On verra où ça nous mènera. Moi, j'aime l'eau. Oui, t'aimes ça, toi, l'eau? J'aime l'eau, oui. Un type eau, je comprends. Alors, ben, écoute, on a entendu la douce voix de Josée, puis je vais lancer notre nouvelle panéliste comme ça. J'aimerais ça savoir, Josée, qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que je lis? Ben, en fait, je lis énormément, mais ces temps-ci, je lis un peu moins parce que j'ai eu comme moins de temps. Mais je lis un auteur que j'aime beaucoup. Moi, contrairement à vous, je lis beaucoup du français. Et puis, ma talle préférée, c'est vraiment les autrices contemporaines italiennes. Mais là, cette fois-ci, je lis un homme français, un auteur de polar qui s'appelle Morgane Audic. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Non. Il en est à son 3e livre. Et moi, j'aime les polars, mais je les mets en 2-3 livres. Là. Tu sais, c'est vraiment pas une lectrice de polar régulière. Puis moi, quand je lis, en fait, là, il faut que ça me divertisse, mais il faut que ça m'apprenne. Moi, un livre qui m'apprend quelque chose, puis qu'un livre qui me force à avoir mon téléphone à côté pour faire des recherches, là, c'est vraiment gagnant avec moi. Puis le type de polar qu'écrit cet auteur-là, c'est vraiment ça. À la base, c'est un Français qui est professeur en histoire et en géo. Fait que moi, j'ai lu 2 de ses livres sur 3, puis ça s'inscrit vraiment dans des mouvements historiques contemporains, puis c'est des crimes dans des trucs réels. Okay. Fait que celui que je lis en ce moment, c'est son tout dernier livre. C'est un titre un peu particulier, fait que je vais sûrement le déformer. Personne ne meurt, ça c'est facile, à Loggenberg. OK. Ça se passe en Norvège et mon norvégien n'est pas au point. Il est rouillé, hein? Il est vraiment rouillé. Fait que ce livre-là, ça se passe en fait, c'est 2 histoires de meurtres qui normalement ne devraient pas se croiser puis qui finissent par se rencontrer. Ça se passe en Norvège, évidemment, dans le pays le plus au nord du monde. Et dans ce livre-là, il y a beaucoup d'enjeux soit écologiques, il y a beaucoup d'enjeux aussi avec le réchauffement de la planète, les ours polaires, comment les gens vivent dans ces communautés-là, le stress d'Oslo qu'on veut fuir en allant dans cette petite ville-là en pensant que c'est pas, ça va être tranquille et sage et c'est pas ça du tout. Puis il y a tout aussi, on parle de la COVID, on parle de la guerre en Ukraine, parce que à ce point-là, en Norvège, on est collé sur la Russie. Fait que c'est vraiment un espèce de thriller qui bascule, qui percole dans les 2 pays. Il me reste encore 75 pages à lire et j'aurai le dénouement dans ces 75 pages-là. Je me doute bien que le meurtrier qu'ils ont trouvé là n'est pas le bon.
J'attends. C'est vraiment super intéressant parce probablement, on se promène, hein, on apprend que dans ce village-là, quiconque sort doit sortir armé. Fait que c'est comme une espèce de Texas, mais pour de bonnes raisons, parce qu'il y a des animaux sauvages qui sont en permanence, qui nous entourent. Alors, les gens doivent obligatoirement sortir avec des armes. Fait que c'est vraiment tout le contexte qu'on apprend, toute la coexistence avec les Russes aussi, qui n'est pas toujours évident, surtout quand la guerre en Ukraine se trame aussi. Fait que c'est vraiment, moi, je vous le conseille. Oui, il y a un crime, en fait, il y en a 2, mais il y a tellement d'affaires historiques qui se promènent un peu partout là-dedans qu'on a un bon plaisir à le lire. Moi, c'est vraiment pas le côté crime qui m'intéresse, c'est vraiment le côté réel, le côté où je apprends des choses, où je découvre des choses. Puis cet auteur-là, à mon avis, est un excellent auteur de polar. Fait que c'est ma lecture en ce moment. Puis peut-être que je pourrais un petit 2 secondes vous dire que le premier livre que j'ai lu de cet auteur qui s'appelait, attends, je vais vous le dire parce que là aussi, je me trompe souvent dans mes affaires, De bonnes raisons de mourir. Ce livre-là se passe à Pripyat, où il y a eu l'explosion nucléaire Tchernobyl. Mais ça se passe actuellement. Puis il y a des échos avec le passé. Et là, moi, ce livre-là, je l'ai adoré. Je l'ai même préféré à celui que je lis en ce moment. J'ai appris tellement d'affaires. C'est tellement intéressant. On comprend ce qui s'est passé. Puis juste une petite affaire qui m'a vraiment, moi, flabbergastée. Quand l'explosion est arrivée, évidemment, après plusieurs années, ils ont complètement bouclé le périmètre. Mais les Russes avaient tellement besoin d'argent qu'ils sont allés voler des pièces du métal là-bas. Puis comme l'Europe, c'est pas bien grand, il y a eu des pièces de métal recyclées qui se sont promenées partout en Europe. Puis ce qu'il disait, l'auteur là-dedans, en fait, dans son livre, il disait qu'il y a probablement des petites Allemandes qui faisaient du vélo sur un vélo radioactif. Fait que c'est le genre de petite perle comme ça qui fait « Oh my God! » Moi, ça me fait réfléchir, ça me fait voir ce qui s'est passé. Puis après avoir lu ce livre-là, moi, je pars en vrille. Hein, fait que là, le thème Tchernobyl est dans ma vie. J'ai écouté la série, j'ai lu d'autres livres. Fait que c'est ça que j'aime en littérature. Excellent. Ben là, vu qu'on apprend à se connaître, là, j'ai des petites questions. Là. Tu disais que tu aimes bien avoir ton téléphone avec toi lorsque tu lis. Fait que, comme constamment, tu vérifies si les informations sont vraies, en savoir plus? Oui, en savoir plus. En fait, je ne vais jamais mettre en doute l'auteur. Puis moi, je pars du principe que ce que je lis est peut-être vrai, peut-être pas vrai, mais ça m'amène vraiment à me questionner sur ce que je lis. Tu sais, quand pour le livre de bonnes raisons de mourir, il y avait plein d'éléments d'information que moi, j'ai voulu explorer davantage. Fait que c'est comme si je sortais complètement de l'histoire pour aller explorer des éléments que moi, je ne savais pas avant de commencer le livre. Ça, c'est pas des comportements que vous avez, là, Sylvain? Toi, t'es-tu du genre à vouloir en savoir plus par la suite? Pas pendant, je pense pas. Par la suite, oui. J'ai l'esprit qui commence à obséder sur les trucs, puis j'en veux plus tout le temps, oui. Mais pendant, je peux pas interrompre ma lecture. Là, une petite parenthèse, là, je ne vais pas non plus l'arrêter pendant 3 heures, puis je ne fais pas une thèse de médecine. Tu sais, je fais pas Ça va être genre, mettons qu'il parle d'une ville, puis s'il la situe pas mal, moi, j'aime bien la situer sur une ville. Sur une map. Fait que c'est ce genre d'informations complémentaires-là que je vais aller chercher qui, à mon avis, me bonifie ma lecture. Puis quand le livre est terminé, là, je poursuis. Là, mais comme je suis une lectrice en série, je termine un, je commence l'autre. Fait que finalement, je vais aller chercher mon information probablement de d'autres façons. Mais je trouve ça super intéressant. Puis, j'ai un club de lecture sur les premiers romans. Puis, il y a une lectrice, justement, qui fait ça, qui nous parle de l'auteur parce qu'elle a lu sur l'auteur après ça, puis qui nous parle de certains éléments, puis historiques. Puis, je suis comme, mon Dieu, mais moi, j'ai lu le livre, puis j'étais satisfaite. Moi, quand je passe sur un auteur ou sur un thème, là, ça, c'est comme une espèce d'obsession où je vais passer à travers sa bibliographie, tous ses livres, ou non? Je pense que la personne qui est plus proche de l'obsession ici, c'est Sylvain. Il est capable d'avoir des belles spirales obsessives sur certaines choses. On pensera au Magicien d'Oz, par exemple. Ou les fleurs captives. Ou les fleurs captives. Sur ma liste, d'ailleurs. Mais MH, si je ne me trompe pas, c'est pas ton genre. Je te ressemble plus là-dessus. Là. Mettons, moi non plus, dans le club de lecture, je ne suis pas celle qui va en faire des recherches sur le site puis qui va faire comme « Alors, saviez-vous que telle affaire? » Mais s'il y a quelque chose
qui m'intrigue vraiment. Comme juste récemment, là, j'ai lu Maléfice de Maxime Chatham, puis il y a des trucs d'araignées dedans. Puis là, il nommait des araignées, genre le nom latin. Puis là, j'étais comme, mais qu'est-ce que c'est ça? Fait que là, j'allais googler. Ah, des belles images, des belles images. Mais ouais, je savais de quoi qu'il avait l'air, mais j'étais un peu stressée d'aller me coucher le soir. Puis, fait que ça, mais c'est parce qu'il fallait que je sache de quoi ça avait l'air. Mais je pense à une expérience où j'étais tout le temps sortie de ma lecture, puis c'était avec Mukbang, à cause des codes QR. Puis là, un moment donné, j'ai juste arrêté parce que j'étais comme, non, ça me stoppe, puis j'aimais pas ça. Fait que, ouais. À moins qu'il y ait vraiment de quoi que je veux savoir de quoi ça a l'air, mais sinon, je vis ma vie, le moment du livre, puis après ça s'arrête là souvent. Là. Bon, ben, c'est bien parfait. Ainsi, de toute façon, tant qu'on est heureux dans notre lecture, c'est ça l'important. Tous les modes de fonctionnement sont légitimes et valides. Et en entendant ta douce voix, MH, j'avais envie d'en entendre plus de ta part. Alors, j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu lis? Alors, j'ai fini un livre hier matin. Fait que là, juste pour pas avoir rien à dire aujourd'hui, j'ai commencé un livre hier soir, ce que je fais rarement. Fait que j'ai commencé À la maison de Myriam Vincent, mais j'ai pas lu beaucoup. Là. J'ai lu à peu près une 40aine de pages. Je sais pas si vous l'avez lu. Je sais que Matt, tu as lu Furie d'elle, mais À la maison, est-ce qu'il y en a qui l'ont lu parmi vous? Non. Ah, ben, OK. Alors, dans le peu que j'ai lu, ce qui se passe, c'est que c'est un couple qui va acheter une maison. La femme du couple est enceinte. Puis, la maison qu'ils achètent, c'est vraiment très actuel. Là. Ça se passe genre après, dans la COVID, là, ils l'achètent en 2022. Fait que c'est vraiment le marché de vente de maisons qui se passait en 2022. Fait que c'est pas très bien pour les acheteurs. Fait que là, ils trouvent une maison, quand même un bon deal, mais la maison est un peu weird. Elle est comme toute blanche. Genre des fondations au toit, tout est blanc. En dedans, tout est blanc. Puis le gars qui avait la maison avant s'est suicidé dans le bois en arrière de chez eux. Fait que c'est comme une vente de succession, c'est pour ça qu'elle n'est pas chère. Puis bon, la dame qui vend la maison n'a pas eu le choix de dire non plus. Fait que là, le couple, tu sais, il visite la maison. La fille est genre, j'ai pas des bonnes vibes. Mais son chum, lui, il est comme, hey, tu sais, je ferais bien la chambre du bébé ici. Ah, tu sais, on pourrait décorer un peu, ça serait beau. Fait que là, elle est comme, OK, ouais. Mais tu sais, elle est tellement fatiguée de se promener avec sa bedaine. Elle veut pas s'obstiner, là. Elle est comme, OK, OK, c'est ouais, correct. Fait que là, ils achètent la maison, ils emménagent dedans. Puis là, ils passent leur première nuit dans la maison. Puis là, même s'ils ont mis leurs propres meubles qui sont pas blancs, la maison a quand même... c'est comme si leurs meubles n'ont pas égayé la maison, mais ils se sont fait engloutir par la maison. Genre. Ils ont comme... Ça n'a pas réussi à mettre de la vie dedans. Puis là, pendant la première nuit, ils entendent genre des coups qui ont l'air de venir de dedans la maison. Genre. Tu sais, des fois, là, mettons, ça craque là, à cause du vent. Là. Puis là, ben, ça fait ça, mais des coups genre répétés. Fait que là, elle est comme, la fille est genre, oh, j'aime pas ça. Fait que là, mais rendue au matin, elle se dit, c'est sûr, c'était le vent, voyons donc, je me fais des idées. Je suis rendue là. Mais vous êtes 240 pages quand même. Oui, ben c'est parce que c'est... mais c'est fun parce que les chapitres sont vraiment courts puis c'est super aéré. Fait que ça se lit vite. Puis j'aimais ça parce qu'il y a un passage où c'est écrit... tu sais, nous autres, on le sait tout, le backstory, que la fille est comme « Oh, j'ai pas des bonnes vibes sur cette maison-là. » Mais là, sur Instagram, elle poste la forêt en arrière de sa maison où le gars, on se rappelle, s'est suicidé. Puis elle était comme « Ah, mon petit coin de paradis, je suis tellement heureuse d'avoir fait le move de quitter Montréal pour rejoindre cette nature. » Puis là, on est comme Ah, c'est bon. On le sait que c'est pas vrai, là, qu'est-ce qu'elle a écrit. Tu sais, Instagram versus réalité. Là, je sais pas si ça va se produire à plusieurs reprises dans le livre, mais en tout cas, à date, je suis bien intriguée. Quand je l'ai pigé sur Instagram, il y a des gens qui m'ont répondu que ça se lisait vraiment vite. Puis il y a même quelqu'un qui me dit « Faut le lire vite. » Tu sais, comme pour rester dedans, genre. Fait que là, j'ai dit « OK, je note, mais mettons 40 pages hier soir. À soir, pas sûr, m'a bien lire. Demain non plus. Fait que ça va aller à samedi. Fait que pas sûr, moi, l'avoir lu rapidement, finalement. Mais en tout cas, on verra si ça va jouer sur mon appréciation. Mais à date, je suis bien intriguée. Fait que c'est ça. Très intéressant. Catherine qui nous dit allô, qui vient de l'ajouter à sa wish list. Wish list. C'est la même chose. Oh, et là, justement, ça me
je suis très contente que tu parles de ça, MH, parce qu'il y a plein d'informations qui se passent entre les 2 livres de Myriam Vincent. Et il y a quelque chose de très mystérieux. Parce que Furie, c'est le premier roman de cette autrice qui a été publié, qui a été nominé pour les rendez-vous du premier roman, la raison pourquoi je l'ai lu. Furie, c'est une femme justicière qui décide de se venger du viol de sa meilleure amie, puis elle décide de tuer des hommes qui ont fait, pas nécessairement juste des viols, mais qui sont des mauvaises personnes, tu sais, qui ont fait des crimes et tout ça. Donc ça, c'est la prémisse de Furie. Et par la suite, comme deuxième roman, il y a À la maison qui est sorti. Puis là, toutes les personnes qui ont aimé Furie, ou tu sais, je dis toutes, là, mais en tout cas, tu sais, la majorité des gens qui ont aimé Furie n'ont pas aimé À la maison. Puis là, ce que j'entends, c'est que la majorité des gens qui ont lu À la maison n'aiment pas Furie. Donc, je trouve ça, ma foi, très intéressant parce que je pense que les propos sont très différents, mais tu sais, l'écriture, c'est quand même la même personne qui a écrit ça. Fait que je trouve qu'il y a quelque chose de très fascinant là, autour du combat des 2 ouvrages de Myriam Vincent. Fait que là, sachant que tu es en train de lire à la maison, j'ai juste envie de voir si tu vas aimer Furie éventuellement, tu sais. Ouais, ben c'était dans mes plans d'acheter Furie aussi pour le 12 août, mais il l'avait plus. Mais c'est sûr, il est dans ma wishlist. Là. Un jour, ça va se faire, puis j'imagine que ça ne sera pas trop long, surtout si je l'aime. Mais en tout cas, j'espère aimer les 2. J'ai quasiment peur. Je connais personne qui a aimé les 2. C'est-tu vrai? OK. D'accord, j'espère être la première. Ben écoute, ça pourrait se faire démentir, c'est quelqu'un qui me dit oui. Puis même que ma libraire, elle m'a dit que possiblement qu'à la maison aurait été écrit avant Furie. OK. Donc, tu sais, les gens qui ont beaucoup aimé Furie, puis comme la manière que c'est écrit, c'est concis, peut-être que c'est plus recherché. Fait que tu sais, pourquoi tu lis Furie, puis après, tu es un petit peu déçu à la maison? Je sais pas, il y a plein de théories, c'est fascinant. OK. Mon Dieu. À garder en tête alors. À suivre si vous avez des informations sur ce mystère. En parlant de mystère, Sylvain, j'aimerais ça savoir. Qu'est-ce que tu lis? Écoute, j'ai lu un livre dont tu vas parler, donc on va en parler ensemble, j'imagine. Après ça, j'ai lu un livre pour mon club de lecture dont je vais parler. Donc, on va en parler ensemble plus tard, une autre fois. Fait que c'est plate. Là, je voulais pas faire de l'autopromo, mais ça donne que le livre que je suis en train de lire, c'est Slay de Laurel K. Hamilton. C'est le tome numéro 30 de Anita Blake. Et c'est ça. Si vous connaissez un petit peu ma chaîne YouTube, vous savez que ce mois-ci, je vous présente les 30 livres, parce que j'ai lu les 30 livres cette année. Et Slay, ça commence avec Anita Blake qui... ben là, c'est un petit peu un spoiler, là, mais c'est le tome numéro 30, fait que je suis obligé d'en dire. Je vais l'oublier. Mais elle se marie. Elle prépare son mariage. Et elle invite donc son père. Et l'on voit pour la première fois son père, sa grand-mère qui est là, qui l'a maltraité quand elle était jeune. Ben, on le rappelle, là, j'en parle comme si tout le monde était au courant, mais Anita Blake, c'est la première série, je pense, de Urban Fantasy. Donc, Anita Blake est une tueuse de méchants vampires et c'est ça. Elle vit dans une ville où il y a, dans un monde où il y a loups-garous, rats-garous, des ghouls, des démons et toutes sortes de choses. Et donc, elle va se marier et là, il y a sa grand-mère et son père qui veulent sauver son âme. Et j'ai lu, en fait, j'ai écouté 11 chapitres sur 59, fait que je ne suis pas rendu bien loin. J'avais pas grand-chose à dire ce soir, je suis désolé. C'est bien correct. Mais je vais dire que à date, c'est le meilleur tome. J'aime ça! Ah ben là! Ouais, j'aime vraiment ça parce que moi, c'est ça qui m'intéresse de cette série-là. C'est le drame interpersonnel. Moi, les enquêtes, elles m'ennuient.
Les scènes de sexe, la plupart m'ennuient. Honnêtement, ce que j'aime de cette série-là, c'est savoir là, c'est qui est rendu avec qui, puis là, le drame, puis là, c'est un drame familial, là, tu sais, c'est Place Melrose, mais avec des vampires, c'est extraordinaire. J'adore ça. Elle vient vraiment me chercher avec ce tome-là, l'autrice, parce qu'elle me donne vraiment ce que j'aime de cette série-là. Fait à date, je pense que c'est celui qui m'a donné le plus de fun, mais il va sûrement y avoir... il va sûrement y avoir des scènes de sexe, puis il va sûrement y avoir une enquête bien plate, là, probablement. Mais à date, j'ai du fun. Mais moi, je veux savoir, Sylvain, Oui. est-ce qu'il y a quelqu'un qui va arriver pour remettre en question le pouvoir de la personne, en question, la personne qui est au pouvoir dans la ville? Probablement. Ben, en fait, ça s'enligne pour être ça. OK. Parce que pour les gens qui nous regardent, je rajoute sur la promo de Sylvain, c'est une excellente série de vidéos là, qui fait sur les Anita Blake. Moi, j'aime vraiment, je ne suis pas à jour, mais j'aime vraiment ça les regarder, j'ai beaucoup de plaisir. Au début, j'étais genre, oh mon Dieu, il a l'air d'être content de lire ça. Puis là, à un moment donné, j'étais comme, oh, il a plus l'air content. Mais pour nous, c'est le fun à regarder, mais c'est un peu de, plate qu'il ait dû souffrir un brin là, pour passer au travers. Mais je suis contente que ça se termine bien, en tout cas jusqu'à maintenant. Là. Fait que j'ai hâte de voir la vidéo. Ce sera lu et filmé et planifié à temps. Et moi, j'ai une question. Est-ce qu'elle se marie avec le bon? Ouais. Est-ce que vous voulez savoir? Non! Gardons le mystère, écoute. D'accord. Mais à suivre sur ta chaîne si on veut en savoir plus. Et avant de continuer, Sab et les livres nous dit qu'elle n'a pas lu Fury, mais à la maison, oui, puis elle l'a trouvé bof. Donc, si tu l'as trouvé bof, lis Fury voir. Et Catherine qui dit que ça donne le goût de lire les deux, justement pour voir si on rentre dans la catégorie des personnes qui en aiment juste. Même moi, je n'ai pas lu à la maison parce que l'année dernière, elle était venue à Bouquinard parler justement à la maison, puis j'étais enceinte, puis là, tous mes collègues étaient comme « Lis pas ça! » parce qu'elle était enceinte, puis là, tu vas pas aimer ça, puis tu vas... Je sais comme « Ouais. Ouais, ça se peut. » Je ne sais pas si je suis la candidate, si j'ai ces sensibilités-là, mais on m'avait fortement averti de ne pas faire ça à ce moment-là. OK, ouais. Je ne sais pas s'il y a des trucs weird qui vont se passer avec le bébé. Là, okay. Ouais, c'est ça. Ça sort là. Mais voyons, ça va être l'air bon, ce livre-là. Je veux dire. Écoute, puis là, moi, j'ai 2 livres dont j'aimerais vous parler parce que ma lecture en cours, c'est la lecture du club de lecture de Sylvain. Donc, je ne vous parlerai pas de ce livre-là. Mais je me suis rendu compte que mes 2 bonnes dernières lectures ont un sujet en commun, soit abus de pouvoir de la part des parents, mauvaise décision éducative. Et ce qui est intéressant entre ces 2 ouvrages-là, c'est qu'ils ont 500 ans d'écart en termes d'années, parce que le premier, c'est 2 sœurs pour un roi, qui se passe en 1530, et le deuxième, c'est Les enfants sont rois de Delphine de Vigan. Et juste comme ça, semblerait que ces 2 ouvrages-là n'ont rien en commun, mais ma foi, quand même beaucoup plus que vous pourriez le penser. Là, j'ai mes petites notes ici, là, je ne voulais pas trop dévier de mes affaires. Donc, pour 2 sœurs pour un roi de Philippa et Grégory, on est dans les années 1530 avec le roi Henri VIII, un roi très volage qui ne se contentait pas uniquement de son épouse. Il y avait un penchant pour les jeunes filles, genre de 12 ans, tu sais. Compte tenu qu'il était roi, puis être aimé lui apportait de la notoriété, de la richesse. Lorsque la famille Boleyn s'est rendu compte qu'ils aimaient bien les petites filles, ben eux, il y en avait 2. Tu sais, il y avait Marie puis Anne, fait que, tu sais, ils ont dit, ben oui, va donc séduire le roi, parce que si tu séduis Henri, ça va nous apporter de la notoriété et de la richesse. Puis, ben, exactement ce qui s'est passé, parce que Henri, ben, il aime bien ça, les petites filles, il trouve ça que c'est exquis. Donc, le fait, c'est ces mots, exquis sur une fille, j'ai failli mourir lorsque j'ai lu ça. Donc,
le fait que Marie, premièrement, c'est la première qui va séduire Henri, qu'elle était forcée de séduire Henri et éventuellement d'avoir des relations sexuelles avec lui, avec ce vieux cochon-là, c'était dans un but d'avancement familial pour le bénéfice de la famille. Elle devait se sacrifier. OK? L'autre, mon parallèle avec les enfants sont rois. On a Samy et Kimi, qui sont deux enfants. Kimi, je pense qu'elle a à peu près 4-5 ans. Samy est un petit peu plus vieux. Et ils sont les enfants de Mélanie Clos. Mélanie Clos, qui a des parents qui aiment beaucoup plus sa sœur. Elle a un énorme besoin d'être aimée. Elle a besoin d'être vue, d'être populaire, d'être riche. Elle veut être une célébrité. Elle désire le succès, l'amour du public. Et donc, comment elle va réussir à faire ça? Ben, ça, c'est très actuel. Donc, ça va passer par les téléréalités. Et elle va essayer d'aller à une télé-réalité. Ça ne fonctionnera pas trop. Puis là, on va être dans le temps des réseaux sociaux. Donc, elle va partir sa propre chaîne où elle ne se mettra pas elle-même en valeur, mais elle va mettre ses enfants. Donc, Happy Récré, c'est une chaîne où on voit Samy et Kimi déballer des affaires, des unboxings de jouets, mettre des belles robes pour la jeune Kimi. C'est eux qui sont mis de l'avant. Pourquoi? Ben, elle va sacrifier ses enfants pour la notoriété et pour la richesse. Est-ce que vous voyez ça, le lien? Colin, hein? Ben oui. T'es bien fait affûter tes lectures. C'était complètement imprévu, en fait. Mais c'est en lisant Les enfants sont rois, parce que ça, on est dans un sujet beaucoup plus d'actualité. Aujourd'hui, les enfants qui ont vécu, qui ont vieilli sous les réseaux sociaux, pas tout le monde, mais commencent à en vouloir à leurs parents parce que tout est là, tout reste là. Puis, c'est pas nécessairement ce que tu veux. Tu sais, à 6 ans, est-ce que tu es capable de dire oui, je veux vraiment que mon image soit mise sur les réseaux sociaux? Oui, je veux vraiment. Tu sais, puis il y a toutes des lois aussi par rapport au fait que c'est un travail, ils sont pas nécessairement rémunérés. Tu sais, il y a beaucoup de questions super intéressantes par rapport à cet ouvrage-là. Donc, je ne sais pas si c'est un sujet qui vous intéresse, un sujet pour lequel vous avez déjà réfléchi un petit peu à ce qui va se passer avec ces personnes-là. Est-ce que vous en suivez des vlogs familiales ou des... Ben, vas-y, Josée. Ben, comme je disais, Sylvain, moi, je suis un petit chat qui s'appelle Penny, que j'adore. Mais Penny, évidemment, il ne se filme pas tout seul. Fait que, il est dans sa famille. Et dans sa famille, il y a une petite fille qui s'appelle Gracie. Gracie, on la voit, elle interagit avec les chats, elle interagit avec les animaux, elle interagit avec sa mère. Et elle a à peu près l'âge des enfants dans Les enfants sont rois, que j'ai lu aussi. OK. Puis, si j'ai beaucoup de fun à regarder Penny, la petite chatte qui est si mignonne puis qui n'arrête pas de parler, j'ai toujours un malaise avec Gracie. Puis c'est exactement ça. Là. Puis tu sais, quand tu regardes ça de l'extérieur, c'est tout cute, tout mignon. Là. Mais les impacts chez Gracie, là, puis elle a commencé à être sur les vedettes de sa propre petite chaîne qu'on retrouve partout. Hein, elle est sur YouTube, elle est sur Instagram, elle est sur Facebook. Ben moi, je la vois depuis qu'elle est poupon. Là. Là, maintenant, elle est rendue à 4-5 ans. Puis la semaine passée, j'ai trouvé ça extrêmement malaisant. Il faisait une espèce de GoFundMe pour de l'argent pour la garderie de la petite Gracie. OK. Je trouvais ça comme un peu surréaliste de faire ça. Puis moi, j'aime la petite chatte Penny, mais je suis comme un peu pognée. Puis on finit par... Écoute, je suis moi-même, tu sais, je m'auto-flagelle devant vous, là, tu sais. Quand elle est là, la petite Gracie, je la regarde, je la trouve bien mignonne. Puis il y a un côté de moi qui fait non. Tu sais, c'est un peu comme quand une tune de Michael Jackson joue à la radio. Tu sais, j'ai juste le goût de... En fait, je me bats entre monter le volume puis changer de poste. Oui, je comprends. Fait que je me sens un peu comme ça. Fait que, effectivement, moi, ça me parle beaucoup, ça. Ça me parle beaucoup. Donnez-moi une petite seconde. Là, je viens de voir quelqu'un apparaître qui n'était pas pensé, qui n'était pas supposé être là. Elle nous fait une petite visite éclair, ça semblerait. Karine! Ah ben, salut, Karine! Bonjour! Écoutez, je pensais que c'était à 8h30. Je suis désolée. On t'attendait même pas, fait qu'on est bien content de te voir. Bon, mais écoutez, je suis désolée d'arriver en retard, mais tu avais juste à me laisser en dehors, ça, c'était pas grave.
Écoute, on est toujours content de te voir. Fait qu'il n'y a pas de souci. Emma, ben là, ça tombe bien, ça veut dire qu'on l'a tous lu, ce livre-là, parce que toi, Emma, tu l'avais lu il y a quelques années. Est-ce que tu t'en souviens un petit peu? Honnêtement, je ne me rappelle pas bien, mais c'est pas la faute du livre, là, c'est le même pour la majorité de mes lectures. Mais de ce que je me rappelle, c'est que je n'avais pas été aussi marquée que j'aurais pensé, mais j'ai vraiment un malaise, moi, avec ça, là, les enfants sur les internets, parce que là, ça va vraiment être downer, ce que je vais dire, là, mais la majorité de contenus qui se retrouvent sur les sites d'exploitation sexuelle d'enfants proviennent de comptes Facebook, de comptes Instagram. Fait que des fois, tu fais comme « Ah, c'est vraiment anodin, il m'a posté ça. » Mais, tu sais, dans le bain, des fois, en maillot. Moi, je suis comme un enfant n'est pas sexuel, mais il y a des gens, tu sais, je me dis, c'est comme quand tu conduis. Il faut que tu conduises pour les autres. Genre, fait que là, ça, c'est pour la même affaire. Il faut penser aux autres qui sont mal intentionnés. C'est vraiment dark, c'est vraiment plate de devoir faire ça, mais je suis comme, pour moi, c'est une manière de protéger les enfants que de ne pas les mettre sur Internet. Mais en même temps, je comprends que c'est ton enfant, tu prends des décisions pour lui jusqu'à un certain âge, mais en même temps, lui ne peut pas prendre ces décisions-là. Fait que j'ai vraiment un malaise. Il y en a que je vois, je suis comme, hey, eux autres, ils ont une caméra d'en face 24 heures sur 24 quasiment. Mais il y en a d'autres que je trouve que c'est comme une gestion plus saine de comment ils montrent leurs enfants. Des fois, les enfants sont rendus un peu plus vieux, fait qu'ils peuvent dire « Hey, dis-le à tes amis là, d'Internet. » là. Fait que tu sais, je suis comme « Ah, il a l'air de prendre un peu sa propre décision. Est-ce qu'il sait vraiment ce que ça représente? Je sais pas. Mais je trouve ça bien malaisant. Fait que c'est ça. Mais je sais pas, c'est pas très complet comme idée, là, mais voilà. Je demandais pas une thèse, fait que... D'accord, merci. Puis Sylvain aussi, on l'a lu presque en même temps. Sylvain, qu'est-ce que tu en as pensé? Je pense que nos lectures se sont chevauchées à un certain moment. J'ai beaucoup aimé ça. Je veux juste revenir sur le sujet des chaînes familiales. Moi, c'est pas mon trip d'envie, mais je me souviens au début, dans mes débuts de consommation de YouTube, j'avais vu une petite fille qui faisait des unboxings. J'en avais parlé à Josée, justement. Elle faisait des unboxings de petits trucs, de petites capsules, là, puis là, il y a des petites figurines, puis les gens, ils envoient ça. Puis, je ne sais pas si c'est ça, je ne sais pas, mais les gens lui envoient ça, puis elle déballe ça devant la caméra, puis je me disais, mais c'est tellement, pour quiconque est un peu décalé par rapport à la réalité, tu sais, tu lui envoies quelque chose que tu as tenu dans tes mains, elle interagit avec cette chose-là. Tu sais, dans ta tête, tu as du pouvoir sur elle. Là, tu lui as fait un cadeau. Tu sais, quiconque aime trop les enfants, il me semble que ça... Je ne sais pas, il y a quelque chose qui vient vraiment me déranger avec ce genre de contenu-là. Ceci étant dit, le livre, moi, j'ai vraiment adoré ça. C'est une excellente lecture. J'ai beaucoup aimé l'écriture de Delphine de Vigan. Puis, faut vraiment souligner l'écriture là-dedans parce que ça aurait pu être facilement... dans n'importe quelle autre main, ça aurait pu être juste un auteur qui n'aime pas la télé-réalité, puis qui, tu sais, ça aurait pu être très maladroit, ça aurait pu tomber dans le jugement, tout ça. Ben, il y a une part de jugement, mais c'est un jugement qui provient des personnages, vraiment. Puis, j'ai vraiment beaucoup aimé comment ben, il y a une espèce d'enquête, mais honnêtement, l'enquête, on s'en fout un peu parce que c'est pas vraiment ça. C'est juste un prétexte, dans le fond, pour faire rentrer le personnage un personnage de policière dans cet univers-là et faire comprendre, en fait, c'est quoi être influenceuse à travers les yeux de quelqu'un qui n'est pas là-dedans du tout. Puis j'ai trouvé ça brillant. C'était vraiment bien, c'est intéressant. Il y a une partie à la fin là, qui est un peu différente du reste du livre, qui est vraiment très intéressante aussi. Donc, j'ai trouvé ça très intelligent. Puis oui, j'ai trouvé ça très bien. Toi, Karine, tu ne l'as pas lu, hein? Les enfants sont rois. Là, je ne sais pas si tu sais de quoi on parle. Les enfants sont rois. Je ne savais pas, mais là, j'avais deviné. J'avais deviné que c'est ça. Je ne l'ai pas lu, je l'ai. Mais je ne l'ai pas lu.
mais je trouve votre discussion fort intéressante. Je me sens tellement comme un cheveu sur la soupe en ce moment. C'est bien parfait. On te prend lorsque tu arrives. Mais pour clore peut-être la discussion là-dessus, parce qu'on a un deuxième sujet qui s'en vient. Moi, personnellement, j'en regarde pas là, des chaînes familiales. C'est vraiment pas un contenu qui m'intéresse. Par contre, je suivais sur Instagram, j'ai arrêté de la suivre je vais pas la nommer, là, une ex-comédienne de Random qui met beaucoup sa fille de l'avant. Je trouvais que c'était délicat de la manière qu'elle le faisait, mais éventuellement, je me suis rendu compte que c'était quand même sur sa chaîne, c'était un contenu majoritaire, puis on la voyait vraiment dans toute situation, là, en belle petite robe, ou pas jusqu'au bain, mais à un moment donné, j'ai commencé à me sentir vraiment comme mal à l'aise parce que c'est pas cet enfant-là que je suivais, mais plus la comédienne. Puis aussi, tu disais ça, MH, comme on conduit pour les gens autour, ben il y a beaucoup ça aussi qu'on se rend compte ces derniers temps. Je fais juste penser à Alicia Moffett qui a arrêté de mettre sa fille sur des réseaux sociaux parce que les gens, les adultes, allaient jaser à sa fille en plein milieu de l'épicerie, puis l'abordaient. C'est wack à tabarnak, là. Tu sais, la petite fille, elle comprend rien, là. Pourquoi cette personne-là? Tu sais, Stranger Danger, elle, tout le monde, là, tout le monde qui la reconnaît, c'est toutes des inconnus, là. En tout cas, c'est ça. Je vais refermer mon micro. Non, mais c'est parfait. Je pensais à cet exemple-là. Puis c'est là qu'elle s'est rendue compte que, comme, hey, il y a un problème parce que les gens pensent qu'ils connaissent cet enfant-là, fait qu'ils l'abordent, puis là, elle est pas à l'aise parce qu'elle les connaît pas, mais là, eux sont fâchés parce que la petite fille, elle agit pas bien, tu sais. Comme les adultes, je veux dire, c'est pas toujours du monde qui savent comment gérer ça, tu sais. Même des comédiens, je pensais à Patrice Godin, là, c'était dans District 31 qui faisait un rôle d'un méchant, là. C'est récent, là. Il recevait des méchancetés chez lui parce que les gens étaient comme arrête d'être méchant puis de capturer du monde, puis il était comme c'est un rôle. C'est ça. C'est un gros sujet, mais moi, je pense pas que ça a été un coup de cœur. J'ai trouvé des trucs vraiment intéressants. J'aime beaucoup La plume de Delphine de Vigan. C'est pas pour rien que je l'ai lu toute l'année. Mais je pense que juste pour la réflexion à l'intérieur de ça, je trouve ça intéressant. Puis aussi, le contraste entre les deux protagonistes, parce que Mélanie Claude, c'est elle qui a besoin de tout ça pour vivre, puis qui se rend pas compte du mal qu'elle fait à ses enfants. Puis même sa petite fille, elle veut plus en faire, puis elle est comme « Oh non, tout va bien », elle vit là, dans le mirage. Puis l'enquêtrice qui, elle, est complètement aux antipodes, qui refuse un peu la technologie, puis c'est aussi néfaste pour elle parce qu'elle est très isolée. Fait que, tu sais, je trouve qu'il y avait quand même beaucoup de nuances dans les propos. Donc, puis tu sais, qu'il y avait beaucoup de points de vue. On ne sent pas nécessairement le point de vue de l'autrice. Puis là, je me suis rendu compte, puis là, après ça, j'arrête, que Delphine de Vigan, je crois qu'elle, dans tous ces livres que j'ai lus, les protagonistes femmes n'ont jamais d'enfants. Quand même quelque chose assez rare. Là, tu sais, on a Mélanie, elle a 2 protagonistes, puis c'est pour le contexte, mais il me semble que c'est très rare. Sauf quand le personnage est elle. Mais c'est drôle, parce que quand le personnage est elle, ses enfants sont pas là. Genre, ça se passe à un moment où ses enfants sont pas là. Donc, en tout cas, je dis ça, je dis rien, ça amène absolument nulle part, mais j'ai trouvé ça intéressant que c'est rare. Je m'excuse, je vais revenir là-dessus parce que c'est vrai que tu me rappelles quelque chose, mais le livre dont je parle, c'est d'après une histoire vraie, c'est ça? Le titre. Puis, c'est ça, elle parle d'elle-même, elle est elle-même le personnage de son roman, et puis elle a des enfants. Et c'est ça, donc, dans le livre, elle a des enfants, mais ses enfants sont en vacances à quelque part, ne sont vraiment pas présents dans le livre. Mais, dans une entrevue que j'ai entendue de Delphine sur ce livre-là, elle disait que tout était vrai, le nom de son éditrice, à un moment donné, c'est le nom de son éditrice, tout ça était vrai, sauf les enfants, ce ne sont pas des vrais noms, ils ne sont pas rendus à la même place dans la vie. Ça, elle l'a complètement modifié, puis je trouve ça drôle parce que c'est exactement l'inverse de ce que son personnage dans Les enfants sont rois a fait. T'sais. Elle a complètement caché ses enfants. L'identité de ses enfants. Ouais. On a Catherine qui nous dit « J'ai bien la misère avec le concept de chaîne familiale. Je ne me verrais pas mettre des enfants out there pour devenir célèbres. Pour moi, les réseaux sociaux, ce n'est pas une place pour les enfants. »
Je te suis Ouais. complètement. Mais de base, on s'entend que c'est bizarre les gens qui ont une passion pour les enfants des autres parce que c'est étrange pour l'enfant de se faire reconnaître partout et de connaître personne. Puis ça, c'est vrai, c'est l'autre partie du problème. Je veux dire, c'est une chose de mettre nos enfants sur les réseaux sociaux, puis il y a des gens qui regardent et beaucoup de gens qui sont intéressés par ça. MH? Oui, bien, une affaire aussi qui rajoute au malaise, je trouve, c'est, tu sais, des fois, ton enfant, mettons, la personne qui fait que des vlogs, puis son enfant se retrouve un moment donné en arrière, il passe, il fait partie de sa vie, c'est une chose. Mais je trouve que des fois, la ligne est mince entre je partage mon quotidien et je fais de la promo un peu sur le dos de mes enfants, genre. Ben oui. Tu sais, et je pense qu'il y a des réglementations. Il me semble qu'il y a une fille à un moment donné, là, je ne sais pas c'est qui, je ne me rappelle plus de la compagnie, mais elle avait fait une pub pour une compagnie de boissons, puis on voyait son enfant dans la pub, genre, mettons, on était sur le bord de la piscine, puis c'est pas censé se passer, ça, là. C'est un produit 18 ans et plus, c'est pas censé avoir d'enfants, de bébés dans la publicité. Fait que c'est ça. Et ça me rend très, très, très mal à l'aise quand les enfants font de la promo de produits. Genre, mettons, oh, il a reçu ça, tu sais, j'ai reçu telle affaire. Puis là, l'enfant joue avec. Là, je suis comme, tu sais, je comprends que la compagnie veut vous faire voir son produit, puis tout, là, je comprends la game. Mais j'ai quand même le malaise. Mais là, rendu là, c'est à chacun de voir avec ça, tu sais, jusqu'à quel point il est à l'aise d'embarquer ses enfants là-dedans. Là. Mais même le petit bonhomme sur la pochette de disque de Nirvana. Oui. Ah, mon Dieu! Hey! Ça date pas des réseaux sociaux, là, en plus. C'est pas d'hier. Puis moi, je me dis, il y a l'enfant petit, mais il y a l'enfant vieillissant. Puis moi, c'est ce que j'ai aimé dans le livre de Catherine Delugeon. Moi, mes filles sont très vieilles. Ça n'existait pas à l'époque, les médias sociaux. Puis j'essaie de mettre une photo d'eux autres, puis ils capotent. Fait que j'imagine si j'avais tartiné leur enfance de photos d'elles. Puis j'aimerais ça voir ces enfants-là qui ont été des vedettes à cause de leurs parents, qu'est-ce qu'ils en pensent alors? Tu sais, le pourcentage qui sont en révolte doit être assez immense, là. Mais je pense que c'est un truc universel. Je pense que la chose qui est le plus cringe que tes parents peuvent faire, c'est de sortir devant la visite un vieil album photo, puis de montrer quand tu étais bébé, puis tout ça. Je pense qu'il y a personne sur la planète qui aime ça, mais on le fait maintenant sur Internet et tout est possible, tout est facilement trouvable. 2-3 recherches, puis tu peux voir à peu près n'importe qui quand il était bébé. Puis là, en plus, il y a des vidéos, puis là, les vidéos de, tu sais, oh, c'est drôle, elle fait prout-prout. Puis, mais tout à fait. Tu vis avec ces vidéos-là toute ta vie, là. Puis c'est vraiment pas toi qui les as mis en ligne. Enfin, bref. J'ai même eu cette réflexion-là parce que, tu sais, moi, je ne mets pas mon fils personnellement sur les réseaux sociaux, mais on a un album de famille qu'on partage. Puis je me suis dit, il y a un jour qu'il va falloir que je dise à ma famille, genre, vous n'avez pas le droit d'utiliser ça, puis remontrer ça à mon fils, dans le sens que, comme, tu sais, nos parents ils nous parlent de nos souvenirs, on est comme, OK, on a ça entendu, mais comme, on ne voudrait pas qu'ils nous remettent ça dans la face tout le temps. Fait que je me suis dit, hey, il y a un jour qu'il va falloir que je dise, comme, c'est fini, ça. Tu sais, ou comme tu sais, là même, je suis en train de penser à ça, je me dis, je le supprime, mais eux, ils en ont peut-être fait des copies chez eux, tu sais. Et comme ça, c'est à petite échelle, mais ça revient un peu à ça. Ouais. Mais dis-toi que peut-être que ton enfant, quand il va avoir 40-50 ans, il va être bien content de se voir petit, tu sais. Fait que je pense que mets-les dans ton coffre-fort, tu sais, mets-les bien loin, non accessible, mais qu'un jour, il pourra y avoir accès si ça y tente. Non, c'est ça. Mais tu sais, genre à 15 ans, là, comme lorsque tu détestes la vie, là il en sera fort. Il sortira quand lui voudra le ressortir, hein, peut-être jamais. Mais au moins, ça serait plate, je trouve, de sacrifier une portion de son enfance. Parce que là, encore une fois, on pense pour lui. Hein, mais si on les met de côté, ça sera sa décision d'y avoir accès ou non. Tant de dilemmes, tant de questions. On a Sabrina qui nous dit on aime mieux voir des vidéos de chats que des vidéos des enfants. Je suis d'accord avec ça. Eux, ils ne savent rien de la réalité. Quand même, mais sous ce sujet, ma foi, qui allume les foudres.
Karine est venue juste pour qu'on parle d'élitisme littéraire. Donc, je vais juste vous faire un petit... je vais vous expliquer d'où est-ce que je pars avec ce sujet-là. Donc, il y a 3 semaines, Anne Literarum, qui est une jeune booktubeuse, tiktokeuse, en 2020, elle a commencé sa chaîne, elle avait 16 ans. Elle était au secondaire, puis elle lisait du young adult. Elle disait presque que ça. Elle disait qu'elle allait lire ça toute sa vie, c'était son genre préféré, du young adult. Donc, aujourd'hui, 2023, cette jeune Anne est rendue à l'université. Et donc, elle lit autre chose que du young adult parce qu'elle n'a pas le choix avec son programme d'études. Et il y a 3 semaines, elle a publié une vidéo qui se nomme « Comment TikTok a tué le monde des livres young adult ». Et là, je trouvais ça, ma foi, très intéressant parce qu'elle était cette jeune adolescente, jeune adulte qui ne jurait que par le young adult, par le jeune adulte. Et là, aujourd'hui, elle parle de pourquoi elle ne lit plus juste ça. Ses goûts ont changé, vont peut-être changer encore. Puis ça me donnait envie de parler un petit peu d'élitisme littéraire parce que là, elle disait, bon, peut-être que c'est vrai que la littérature jeune adulte, c'est pas pour tous les âges, c'est pas pour tout le monde. Est-ce que c'est le genre qui a changé? Est-ce que c'est moi qui a changé? Tu sais, elle se pose beaucoup de questions, puis il y a beaucoup de contenu dans cette vidéo-là que j'ai mis en barre d'informations si ça vous intéresse. Et donc, j'avais envie de parler un petit peu d'élitisme littéraire aujourd'hui. C'est un chapeau quand même large, un parapluie très large, dans le sens que on peut parler des genres littéraires qui sont considérés plus élitistes, par exemple les classiques. Souvent, lorsqu'on dit que des gens lisent des classiques, ou si on n'a pas lu les classiques, il y a comme un jugement. On peut parler aussi de quantité de livres lus, ou de quantité de livres montrés, parce que je me souviens au début des réseaux sociaux, là, sur notre chaîne, si tu n'avais pas une bibliothèque remplie derrière ta vidéo, tu n'étais pas un lecteur. Et ça peut être aussi de gimmicks littéraires, dans le sens que est-ce qu'on est plus valide si on a genre l'oreiller pour lire avec le petit coussin pour mettre notre livre. Tu sais, ça peut être un sujet très vaste. Donc, je vous lance. Qui aimerait se lancer sur l'élitisme littéraire? Hey, j'aimerais ça y aller. Vas-y. Je suis prête. Puis, Sylvain, j'ai beaucoup d'amour pour toi. Mais les gens qui nous connaissent personnellement, Sylvain et moi, savent que c'est un sujet sur lequel on ne s'entend pas nécessairement. Mais récemment, tu as dit des choses, Sylvain, puis je pense qu'on se rejoint plus qu'on pense sur notre approche. Alors, élitisme, qu'est-ce que c'est? Hein? C'est une attitude ou politique visant à former et à sélectionner les meilleurs éléments d'un groupe sur le plan des aptitudes intellectuelles ou physiques aux dépens de la masse, selon le Larousse. Donc là, si on fait un parallèle avec les livres, on peut se dire, OK, j'abonde dans le même sens que toi, Matt, parce que pour moi, dans ma tête, le summum de l'élitisme, c'est les gens qui disent qu'il y a juste les classiques qui sont bons, puis le reste, c'est de la merde, genre, mettons. Ça, pour moi, c'est le summum, c'est la grosse caricature. Et là, mes idées là-dessus, c'est... Pour moi, il n'y a pas... je vais vous lire mes notes, là, mais parce que j'ai déjà articulé un peu ma pensée. Fait que pour moi, il n'y a pas de valeur morale à un livre. Il n'y en a pas un qui vaut plus qu'un autre. Genre, si on avait à donner des points de lecture en valeur à la fin de l'année de lecture d'une personne qui a lu juste des classiques n'aurait pas plus de points qu'une année de lecture d'une personne qui a juste lu de la chick lit, par exemple, qui est un genre de littérature souvent jugée, regardée de façon péjorative. Aussi, l'élitisme, dans ma tête, ce n'est pas de dire que des lectures ont des buts différents. C'est pas de dire, ben ça, je lis, tu sais, ça, c'est vraiment genre du divertissement. Puis ça, c'est pour apprendre. Parce que dans ma tête, ça se peut que dans tes lectures, tu recherches des trucs différents. Tantôt, José, tu disais que tu aimes ça apprendre dans tes lectures, même si c'est des romans. Moi, mettons, quand je lis un essai, je ne m'attends pas à être divertie. Quand je lis un roman, je ne m'attends pas à apprendre. Ça se peut que j'apprenne, puis c'est le fun, mais
pour moi, c'est pas de l'élitisme de faire comme un roman, c'est vraiment juste du divertissement. Puis que l'essai vaudrait mieux, mettons. Si on parle encore en termes de point de valeur morale, là. J'aime bien cette idée-là, de point de valeur morale. Fait que, dans le fond, c'est ça. Un essai ne vaudrait pas plus qu'un roman, selon cette pensée-là. Puis, c'est quoi un bon livre? Pour moi, c'est différent pour chaque personne. Mettons, Anna Karénine. pour moi, peut-être pour quelqu'un, c'est un chef-d'œuvre, c'est son livre préféré. C'est incroyable, 100%, wow. Pour moi, ça a été fucking plate. Puis, ça n'a pas été meilleur que le dernier Sénécal que j'ai lu. Genre. Et pour quelqu'un, il pourrait faire comme « Ah, qu'est-ce que genre, c'est de la merde! » Mais un bon livre pour quelqu'un, c'est ça. Pour être mauvais pour un autre et vice-versa. Oui, il y a des livres meilleurs que d'autres, mais je pense que ça revient pour chaque personne. Là, on s'entend que c'est pas des livres avec des phrases qui n'ont pas de petit sens dedans. Là. Ça, mettons, on est capable de le reconnaître quand une phrase fait pas de sens. Mais, OK. Oui, il y a des livres meilleurs que d'autres, mais selon moi, c'est selon chaque lecteur, genre, ce qu'il recherche. C'est quoi son feeling du moment? Si tu lis à un autre moment, peut-être que moi, avec Anna Karénine, j'aurais fait comme « Oh my God, wow! » Mais qu'à ce moment-là, je fait comme « C'est assez, là, les rigages de tes pères, là, les jeans, là. » Mais, fait un classique n'égale pas automatiquement meilleur que Chick Lit, par exemple. Fait que c'est ça que j'avais à dire là-dessus. Est-ce que tout est correct chez vous, Matt, s'il y a de la lumière? Y a-t-il de la police? Il y a des ambulances qui passent, la police, je sais pas trop, mais moi, ça va. Fait que voilà. Fait que finalement, Sylvain, je sais que le truc de bon livre, on ne se rejoint pas là-dessus, mais le reste, on est-tu si éloigné que ça ou non, finalement? Je pense. Colin, j'ai mal interprété ce que tu avais dit d'abord. Mais moi, en fait, moi, je pars du principe que c'est possible de qualifier en fait, moi, dans ma tête, je fais vraiment la distinction entre ce que j'appelle un bon livre ou un livre qui est bien écrit versus mon appréciation personnelle. Fait que, tu sais, quand tu dis que un bon livre, ça va dépendre de chaque personne, ça revient à l'appréciation personnelle. Moi, je sépare vraiment les deux. Mais... Genre... Oui, vas-y, excuse. Non, mais dans le sens que, tu sais, je peux... je vais dire, Lolita, je suis capable de reconnaître que c'est bien écrit, j'ai pas été capable de le lire. Ah, ben, je suis d'accord avec toi, c'est super bien écrit, mais moi, je me demande, tu sais, pour que le livre ait la note de passage, tu sais, c'est quoi sa grille de correction? Est-ce que tu évalues tous les livres selon la même grille de correction, tu sais? Ben, ça dépend ça dépend de si c'est une lecture divertissante ou si c'est une lecture autre. Parce que je fais cette distinction-là, moi, personnellement. Fait que... moi aussi, je la fais. Ouais. C'est quoi son but à cette lecture-là? Oui, c'est ça. Mais, ouais, c'est ça. Je sais pas. Je suis à court. Je suis à court pour l'instant. Je suis désolé. Allez-y. Parlez, là, jasez. Je vais me faire mes idées. Je vais dire ce que je pense. Moi je travaille dans le milieu communautaire, donc plutôt à gauche. Et moi, je ne comprends pas le besoin de faire des hiérarchies dans les lectures, dans les humains. Moi, je suis d'accord avec toi. Peut-être que je n'ai pas compris ce que tu as dit, MH, mais moi aussi, je trouve que tous les livres méritent les mêmes points. Puis des classiques d'aujourd'hui ont été décriés quand ils les ont écrits. Les grands concours, c'est souvent des monsieur blancs qui sont les récipiendaires. Je trouve que c'est une équipe, une gang qui vont gagner, mais ça ne fait pas nécessairement un reflet de toute la littérature. Il y a plein de bijoux qu'on ne verra jamais. Puis moi, je trouve que ce qui est important, c'est pas tant ce que les gens lisent, mais qu'ils lisent. Point. C'est tout. Puis la littérature, c'est vrai que moi, je lis énormément. Pour moi, c'est extrêmement important. Mais de dire qu'il y a des lectures qui sont tellement importantes, donc ceux qui ne les ont pas lues sont importants, parce que c'est un peu comme ça aussi. Hein? Il y a une gang de haut, de verticalité. Hein? Mm-hmm.
Puis moi, j'aime bien penser qu'on peut être horizontal dans la vie, puis j'aime bien penser aussi qu'on peut faire des bons, tu sais, on peut changer. Moi, je peux lire des livres qui sont des classiques. J'ai tenté, mon Anna Karenine, c'est Marcel Proust, À la recherche du temps perdu. J'ai lu 16 pages. Ah. J'ai jamais essayé, mais c'est dans mes projets. Ah, j'ai tout essayé. Vraiment, j'ai vraiment voulu. J'ai commencé à le lire. Je me suis dit, ça ne marche pas, je vais l'écouter. Je ne suis pas capable. Est-ce que ça fait de moi une lectrice qui est moins de qualité? Peut-être. En fait, ce que tu m'amènes à parler, c'est que moi, j'ai l'impression que quand on parle de livres, contrairement à n'importe quelle autre forme d'art, quand on parle de livres, si je dis qu'un livre est purement divertissant ou si je dis qu'un livre est moins intelligent qu'un autre, j'ai l'impression que les gens pensent que je m'adresse à eux, que si toi, tu as aimé le livre, t'es moins intelligent. Alors qu'on n'a pas ça au cinéma. Tu sais, au cinéma, les gens n'essaient pas de dire que tout est égal. Les gens n'essaient pas de dire que le dernier Fast and Furious, ça équivaut à du Xavier Dolan. Non, les gens qui vont au cinéma pour voir le dernier Fast and Furious, ils le disent eux-mêmes. Bon, moi, je mets mon cerveau au vestiaire, puis j'ai du fun. Puis c'est pour ça que je vais au cinéma. Alors qu'on ne retrouve pas ça, je ne sais pas pourquoi, mais quand on discute de livres, c'est ça, on dirait que les gens le prennent vraiment personnel, alors que moi, quand je m'exprime là-dessus, c'est juste que je fais la part des choses. Puis oui, moi, c'est important pour moi de faire la part des choses, pour moi, personnellement, parce que j'aime ça quantifier. J'aime ça me dire, OK, là, écoute, j'ai lu 30 Anita Blake cette année. Il serait peut-être temps que je replonge dans La recherche du temps perdu. Il serait peut-être temps que je finisse le 2e tome de Proust. Fait que, tu sais, j'essaie d'équilibrer les choses. Puis c'est ça. Bref, puis je trouve qu'aussi, socialement, on est très prompt à défendre le divertissement niaiseux, là, tu sais. On est très prompt à dire t'as le droit d'écouter Occupation Double, t'as le droit, tu sais, après la journée de travail, là, tu décroches, puis c'est correct. Mais alors que quand on essaie je sais pas, j'ai l'impression que quand on essaie de faire valoir les qualités littéraires de livres intéressants, ben, on se retrouve dans une discussion sur l'élitisme. Puis j'ai comme, mais je comprends ce que tu dis, mais moi, c'est pas vertical, c'est horizontal. Fait que quelqu'un pourrait me parler d'un grand classique, puis j'aurais le même intérêt puis le même niveau d'attention que quelqu'un qui me parle d'un checklist. Puis que je peux lire les deux. Hein. Moi, tu sais, comme toi, tu sais, à un moment donné, je suis un peu tannée de lire ça, je m'en vais ailleurs. Je sais partout. Mais là, Max, arrête-moi si tu trouves que je prends trop de place. Là. Mais Sylvain, je te rejoins 100% là-dessus. Là. Je suis totalement d'accord avec toi là-dessus. Puis les gens qui sont insultés quand tu dis que leur livre, mettons, que c'était un peu trash, puis que c'est du divertissement trash, puis qu'eux l'ont aimé, mais c'est pas parce qu'on dit que c'est du divertissement trash que ça égale à mauvais, que tu haïs ça, puis que tu trouves que c'est acheté aux poubelles, là. Tu sais, et moi, ben, c'est comme je disais tantôt, mettons, le dernier Sénécal que j'ai lu, j'étais comme, hey, c'était vraiment trash. Oh mon Dieu, j'étais dans mes pantoufles, j'aimais ça. mais je sais que c'est pas en lisant ça que je vais faire comme, hey, j'ai vécu une expérience transcendante. Ça se peut que ça arrive, mais c'est pas à ça, c'est pas ce à quoi je m'attends. Puis, pour moi, tu sais, ben c'est ça. Ce que je veux dire, c'est que ceux qui sont insultés quand on dit, mettons que leur livre préféré, ben, ils tombent dans la catégorie du divertissement, ça leur appartient. Genre, c'est pas... c'est pas... T'as beau être insulté si ça te tente, là, mais c'est pas pour dire qu'il est moindre, ton livre, tu sais. En tout cas, il me semble. Je comprends ça, mais il y a aussi le fait que, ben, la plupart des discussions littéraires qu'on voit, c'est sur les médias sociaux, c'est souvent des jeunes personnes, c'est souvent des gens qui sont dans ces lectures-là, donc ils le prennent personnel. Fait que, tu sais, je vois rarement l'autre pendant de la conversation, tu sais. Peut-être que, je comprends ce que tu veux dire. Peut-être que les conversations plus profondes se font en personne et pas en caractère sous un post, tu sais. Ouais.
Bon, là, malheureusement, vous allez peut-être entendre mon fils pleurer, puis il va peut-être falloir que je finisse ça rapidement parce que ça a l'air que les camions qui étaient là tantôt, ils ont réveillé mon fils. Donc, vous l'entendez sûrement beaucoup, hein? Non, ça va, ça va. Il est présent, mais... Il est présent. Fait que je vais boucler la vite assez vite, puis c'est pas grave, effectivement, je vais faire ça en 1 heure, puis on est presque à 1 heure. Donc, Sab et les livres parlaient que l'élitisme est intense sur les mondes littéraires, alors qu'on peut danser sur du Britney Spears et écouter du Mozart le lendemain sans se faire autant juger. Elle disait qu'elle était d'accord avec José, un classique en n'était pas un avant de le devenir. Donc, tu sais, il y a quand même puis justement, ça, c'est un autre sujet, je pense, qui va être intéressant un jour de parler ensemble de qu'est-ce qu'un classique pour nous et de définir un classique. Catherine qui dit « Tous les livres n'ont pas le même but non plus. Certains sont là pour éduquer, d'autres sont là pour divertir. L'un n'a pas forcément plus de valeur que l'autre, selon moi. » Parfois, je pense qu'il y a aussi des livres qui peuvent être les deux. Absolument. C'est sûr. C'est mes préférés. Oui, c'est ça qu'on a vu au début. Ça dépend vraiment de ce que le lecteur recherche. Si je veux me vider la tête sur le bord d'une piscine, je n'irai pas lire un essai quelconque. Ça n'aura pas les effets voulus, mettons. Donc, voilà pour Catherine. Sab qui dit qu'il y a des livres qui sont peut-être de meilleure qualité, mais il ne faut pas non plus bouder un plaisir. La vie est trop courte pour... bon Dieu! Donc, puis je pense que... là aussi, je voulais en venir, José, je pense que c'est toi qui avais parlé là, des prix. Puis souvent, je trouve que ça met beaucoup l'élitisme de l'avant parce qu'on va lire ces livres-là. En tout cas, tu sais, moi, je fais juste penser, par exemple, à Toute théorie qui avait été nominée. Comment ça s'appelle ce prix-là? C'est des manuscrits qui sont envoyés. Puis, Robert Clich? Oui, Robert Clich. Et... tu sais, je veux dire, Toute théorie, c'est un ouvrage, là, ma foi, particulier. Là. C'est une plume incroyable. Au début, tu embarques complètement, puis ça chire. Là. ça devient complètement autre chose. Je pense qu'il n'y a pas de livre dans ma vie qui va m'avoir autant happée, mais d'une manière que je ne voulais pas l'être de toute ma vie. Tu sais, puis là, je me dis, c'est ça que les gens ont choisi, tu sais, comme c'était ça le choix parmi une quantité de manuscrits. Pourquoi avoir lu ce livre-là, comme je suis plus légitime, comme je suis meilleure parce que j'ai lu ce livre-là. Tu sais, fait qu'on dirait que comme les prix souvent me font poser ces questions-là, ou lorsque j'ai lu des livres puis qui ont été nominés, je me dis comme je suis pas certaine de comprendre qu'est-ce que le prix de ça veut dire, alors que comme il y a un jugement qui vient avec ça, lorsqu'on ne l'a pas lu, ou même avec les classiques, tu sais, si il y a certaines personnes, puis je pense que je vais terminer là-dessus, j'ai vu une entrevue avec Simon Boulris qui était dans le podcast comment ça s'appelle? Qu'est-ce que tu lis? Mais ça, c'est le mien. Tout le monde saillit. Ouais. Tout le monde saillit. Puis, il était en conversation, il parlait justement là, de sa bibliothèque, de sa grosse bibliothèque. Puis là, il parlait avec l'animatrice Marilyn Gendron. Puis, de fil en aiguille, il demande genre combien de livres qu'elle a à la maison. Puis, elle dit j'en ai pas beaucoup, tu sais, j'ai 23 ans, j'en ai peut-être 5. Et le jugement là, qui est sorti de ça, là, ça a causé un fret. Ça a vraiment, là, comme, a commencé à se sentir mal. Puis je sais pas si, je pense pas que c'était voulu de la part de Simon Boulris, là, mais ça a vraiment fait comme si le fait d'avoir une grande bibliothèque à sa maison à lui, ça le rendait un meilleur lecteur, beaucoup plus légitime que cette fille-là qui en avait 5. Alors que, tu sais, c'est pas parce que tu possèdes une grande bibliothèque que t'en as lu, puis c'est pas parce que t'en possèdes pas que t'as jamais lu, tu sais. Non. Puis, non, mais là, tu vas arrêter là-dessus. Non, mais vas-y. Je me dis, parce que ça, c'est un autre pendant de l'élitisme que... j'ai de la misère avec mes dents aujourd'hui. Avec l'élitisme que, là, on parle pas, nous autres, on parle plus dans le sens de valeur des livres, qu'est-ce qui est meilleur, qu'est-ce que tata. Mais le fait d'avoir accès à s'acheter un livre, puis de le garder, ça peut être une autre affaire aussi, de faire comme, regarde, j'ai ces possessions avec moi, mais un emprunt de bibliothèque vaut pas moins qu'un livre que tu as acheté toi-même, là. Absolument. Le fait de pouvoir le démontrer, faire comme, regardez, ceci peut être perçu aussi comme de l'élitisme, faire comme, genre, ma bibliothèque vaut plus que la tienne, parce qu'elle a peut-être juste les 5 livres parmi, genre, les 3000 qu'elle a lus, parce qu'elle les a vraiment beaucoup aimés, genre. Puis ça, c'est important pour elle de les avoir, mais le reste, pas important. En tout cas, ça peut être une autre façon de le voir. Je voudrais juste finir avec une petite affaire. C'est que
au tout début, par rapport à ça, au tout début de YouTube, je me souviens que les gens se plaignaient des petites filles là, sur BookTube parce qu'il y avait des grosses bibliothèques, mais c'est clairement pas tous des livres qu'ils ont lus. Puis moi, j'étais comme 95% des livres que j'ai, je les ai pas lus encore. Parce que quand je les ai lus, je m'en débarrasse. Fait que j'étais comme, quelle façon de juger les gens, mais bon. Exact. Mais effectivement, moi, ça m'a causé. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est mon objectif que ma bibliothèque, ce soit des livres que j'ai lus, parce que je trouve ça étrange de mettre de l'avant des livres que je ne sais même pas si c'est des livres que je voudrais mettre de l'avant. Fait qu'on dirait que j'ai cette dichotomie-là aujourd'hui de me dire, ben, il faut que ma bibliothèque, ce soit des livres que je suis d'accord et que je vais promouvoir d'une manière, tu sais, j'avais le mot, puis c'est subliminal. Oui, c'est ça. Indirect. Ouais, c'est ça. Oui, exactement. Ça va être Maps Approve, ma bibliothèque éventuellement, parce que je vais les avoir tous lus. Même aujourd'hui, j'essaie de mettre ma caméra vers ceux que j'ai lus, parce que les autres, je ne sais pas si j'accepte de les mettre de l'avant. Vraiment intéressant. Je mijoterai là-dessus. Ouais. Merci d'avoir été là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voulait rajouter quelque chose avant qu'on se laisse sur les divers sujets dont on a parlé aujourd'hui? Moi, j'ai assez parlé. Moi, j'avais plein de choses à dire, mais je les dirai d'une autre fois. J'avais vraiment plein d'affaires. Tu veux qu'on t'écoute 2-3 minutes avant de partir? Non, c'est parce que c'est pas assez. Fait que non. Il faut un épisode juste pour Karine, je comprends. Bon, ben merci à vous. Merci à vous d'avoir été là. Merci à ceux qui étaient avec nous en commentaire, ceux qui étaient là mais invisibles et ceux qui nous écouteront plus tard. Donc, le dernier podcast de l'année, ça va être le 14 décembre, si vous voulez garder ça à votre agenda. Ça va être un épisode coup de cœur et cadeau. J'appelle ça de même. Oh, c'est cute! Donc, merci. Un petit lecteur qui nous dit, super intéressant encore une fois, bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée à vous. Bonne fin de soirée à vous, mes chers panélistes. Merci d'avoir été là. Et puis, on se redit dans un mois. Bye! Bye!